Permettez-moi donc de vous souhaiter la bienvenue à ce dernier séminaire de planification stratégique de l'année. Aujourd'hui, notre conférencier est Emmanuel Catan. Emmanuel est philosophe, c'est un Montréalais qui a étudié la philosophie à l'Université de Montréal au premier et au deuxième cycle, après quoi, en tant que boursier Rhodes, il est allé à Oxford et il a fait son doctorat, je pense, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. C'est aussi un romancier qui a publié plusieurs romans et essais chez l'EMEAC éditeur et il enseigne en ce moment à l'Université Columbia à New York où il dirige le programme par ailleurs Alliance qui est un partenariat entre l'Université Columbia, Sciences Po, Paris 1 je pense et Polytechnique. Donc voilà. Emmanuel Catan, compte tenu de son profil, était la personne toute désignée pour aborder un sujet hyper important qui concerne évidemment toutes les universités, mais qui concerne, je dirais, particulièrement l'Université de Montréal, compte tenu de sa position à Montréal, dans une ville qui est cosmopolite, où il y a une diversité linguistique considérable. C'est la question du rapport entre université et culture. L'université comme vectrice de culture, comme interface culturelle. Et donc, le thème que M. Catan va aborder avec nous est donc Université et culture, transmission, diversité et création. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Emmanuel, après quoi il y aura une période de discussion qui sera animée par ma collègue Catherine Régis, professeure de droit et vice-rectrice associée au vice-rectorat. Emmanuel, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci Jean-François et merci à toutes et à tous d'être ici ce matin. Écoutez, je suis vraiment très honoré d'être là et d'autant plus que l'Université de Montréal est mon alma mater, comme l'a dit Jean-François. J'y ai étudié vers la fin des années 80. C'est des années qui avaient vraiment beaucoup compté pour moi. J'ai rencontré des grands esprits, des professeurs d'une extrême générosité, des gens que certains d'entre vous connaissent peut-être, Garbi Scortian ou Bernard Carnoy, Claude Pichet. J'ai formé des amitiés qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et donc, ça me fait énormément plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, comme le mentionnait Jean-François, je dirige aujourd'hui un programme qui s'appelle le programme Alliance à l'Université Columbia. C'est un partenariat avec ces trois universités françaises que sont Sciences Po, l'École Polytechnique et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et c'est un peu sur la base de cette expérience que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le programme Alliance a pour vocation de créer des liens de collaboration entre ces quatre institutions et un certain nombre d'enjeux qui nous occupent aujourd'hui sont au cœur des préoccupations des chercheurs que nous aidons, que nous soutenons, que nous finançons aussi pour venir enseigner ici à Columbia ou se rendre à Paris dans le cas de professeurs de Columbia. On aide aussi un certain nombre d'étudiants. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on travaille, mais surtout aujourd'hui sur ces questions qui semblent beaucoup occuper nos collègues des deux côtés de l'Atlantique, que sont les questions de diversité culturelle, de laïcité, de combat contre le racisme et l'intolérance. Et donc, c'est un peu sur la base de cette expérience que j'aimerais vous parler de trois grands défis auxquels l'université, me semble-t-il, est confrontée aujourd'hui. Ces défis traversent le monde de l'éducation supérieure un peu partout dans le monde, bien entendu, mais j'en parlerai surtout dans cette perspective transatlantique. Donc, le défi de la transmission des savoirs, en premier lieu, le défi de la pratique du débat d'idées, qui est vraiment qui sera au cœur de ce que j'essaierai de vous présenter. Et puis, finalement, si on a un peu de temps pour finir, je parlerai brièvement de la mobilisation de la recherche et de la créativité pour répondre aux besoins de la société. Donc, pour commencer, la transmission des savoirs. Donc, c'est vrai que l'un des rôles traditionnels de l'université, c'est de structurer le savoir. Et dans un contexte aujourd'hui où la connaissance devient de plus en plus accessible à travers un monde numérique où avec un simple équipement informatique, on a accès aux œuvres complètes des auteurs classiques, à de nombreuses archives historiques où on peut
poursuivre un certain nombre de recherches et de cours en ligne, la question se pose quand même de savoir quelle est la valeur ajoutée de l'université. Quel est le propre d'une formation universitaire? Et je pense que la réponse à cette question, elle se trouve justement dans le mot de formation. L'université, c'est là justement où l'esprit se forme, se construit, se structure. Et je pense que, évidemment, avoir accès à l'information est quelque chose d'essentiel et on oublie souvent à quel point on est chanceux d'avoir cette mine d'informations au bout des doigts. Moi, j'ai fait mon doctorat dans les années, je vais trahir mon âge, dans les années 90. Et bon, je me rendais j'habitais à Londres à l'époque et je me rendais à la British Library tous les matins. Il fallait qu'on commande des livres sur des petites fiches, qu'on les fasse venir des quatre coins du pays. Les livres arrivaient, on pouvait les garder pendant 3 jours. Et puis, si on venait pas à la bibliothèque pendant 3 jours, ils repartaient, il fallait les recommander, etc. Bon, évidemment, aujourd'hui, quand on fait un doctorat, on le fait dans des circonstances qui sont complètement différentes. Et donc, c'est vrai que l'accès à l'information est essentiel, mais je pense que l'actualité nous le démontre tous les jours. Ce qui est aussi très important, c'est d'apprendre à consommer l'information avec discernement. Et je pense que là, il y a vraiment un rôle à mettre en évidence dans le cadre de l'université. C'est le fait, par exemple, que ce rôle formateur se traduit par la formation à la recherche. Ce sont des choses dont vous êtes évidemment très familier, accéder aux sources, questionner, évaluer la validité des sources. Tout cela, ce sont des compétences qu'on apprend à l'université. Structurer nos idées aussi est absolument essentiel. On le voit, par exemple, surtout dans la tradition des universités américaines. Écrire un papier, ça ne s'écrit pas en une fois. Ça se fait dans le cadre d'un dialogue entre l'étudiant et le professeur. Et c'est justement de ce dialogue, de cette conversation qu'émergent de nouvelles idées et aussi que se met en place une certaine méthode, une méthodologie, une façon de penser qui est progressive, qui est systématique et qui est rigoureuse. Structurer le savoir, ça veut dire évidemment faire intervenir un grand nombre de disciplines. Et je pense qu'encore une fois, les moyens dont se dotent les universités aujourd'hui sont capables justement de mobiliser ce dialogue des disciplines de plus en plus. On le voit dans le cadre, moi je le vois dans le cadre des échanges que j'essaie de mettre en place entre ces 4 institutions qui font partie du programme Alliance. Quand par exemple, on met en place un projet sur le concept de conscience, on fait appel aussi bien à la neurologie, aux neurosciences qu'à la philosophie et même à la littérature. Et donc, je pense que aujourd'hui, l'université est vraiment au cœur de ce genre de réalisations qui font appel à la fois à un vaste éventail de connaissances, mais aussi à une forme de créativité et d'inventivité. Et puis, la question qui se pose alors, c'est de savoir quel savoir transmettre. Et je pense que c'est surtout ça, ce point sur lequel j'aimerais mettre l'accent. Alors, en Europe et en particulier en France aujourd'hui, le débat sur le rôle de l'université tourne souvent autour de la question suivante. L'université a-t-elle pour vocation première de transmettre, la transmission des compétences, surtout pour préparer les étudiants au monde du travail, ou bien est-ce que son rôle est de former des citoyens, des individus libres de penser et équipés ensuite des outils intellectuels, pratiques nécessaires pour jouer un rôle constructif dans leur société, dans leur démocratie. Alors, ces 2 objectifs sont souvent perçus comme étant incompatibles. Je ne pense pas qu'ils le sont nécessairement. Mais dans un contexte européen, c'est important parce que ces 2 objectifs reposent sur des modèles économiques qui sont radicalement différents. Et justement pour cette raison, ils peuvent devenir, en tout cas, entrer dans une situation de grande tension. Si l'université a pour vocation de créer des citoyens éclairés qui sont capables de jouer un rôle producteur dans l'exercice de la démocratie, alors il est logique de considérer que l'université doit être un service public et donc qu'elle doit être soumise au principe de la gratuité et de l'accès non sélectif.
Dans un contexte, par contre, où l'accès au monde du travail et aux emplois les mieux rémunérés est de plus en plus compétitif, il devient très important d'acquérir des compétences qui permettront aux étudiants de se positionner stratégiquement vis-à-vis pour obtenir ce type d'emploi. Et donc, la formation universitaire devient, dans ce contexte, beaucoup plus arrimée au monde du travail. Les compétences qu'on acquiert à l'université sont modelées, d'une certaine façon, sur les besoins qui sont émis par le monde économique, le monde du travail. Et donc, c'est un modèle qui s'impose, comme vous en êtes bien sûr très familier, depuis les années 90. L'université n'est pas avant tout un lieu nécessairement où on acquiert uniquement une culture générale, mais ça devient aussi, dans la bouche des critiques aussi, une machine à former des professionnels et des cadres d'entreprise. Et je le dis parce que dans un contexte européen où l'université est souvent, dans un pays par exemple comme la France où l'Allemagne est financée par l'État et donc le principe de gratuité est quand même fondamental, l'idée de former des citoyens est vraiment au cœur de la vocation universitaire. Mais on voit de plus en plus à Sciences Po, dans certaines grandes écoles aussi, se développer un modèle, si vous voulez, parallèle de financement des universités. Et donc, le principe de gratuité commence, disons, à s'éroder. Et c'est là où il y a vraiment une tension qui se développe. Je ne prétends pas nécessairement avoir toutes les réponses, mais je pense que c'est un point sur lequel il faut quand même insister parce que cette distorsion, selon les critiques, encore une fois, elle se répand dans tout le système. Et on le voit d'ailleurs beaucoup dans les universités, dans le contexte des universités américaines, parce que pour recruter, faire recruter leurs étudiants dans les grandes compagnies, que ce soit Goldman Sachs, McKinsey, etc., il faut attirer les meilleurs candidats, les meilleurs chercheurs, les meilleurs enseignants. Pour ça, il faut de l'argent. Les universités se tournent donc vers le secteur privé et les grands donateurs. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que le système est doublement déterminé par le secteur privé. D'une part, parce que ces compagnies définissent les objectifs, quelque part, de l'université, les compétences qu'il faut acquérir pour avoir accès au monde du travail, et ensuite, parce qu'elles sont aussi aux sources de financement, de grands projets de recherche, même de construction d'édifices, etc., etc. Donc, cette dépendance, nous disent nos collègues européens souvent, est incompatible avec le service public, la vocation publique des universités. Quand on se pose la question de savoir quelles sont les compétences, quelles sont les connaissances que l'université est en vocation de transmettre, on doit aussi s'interroger sur le déclin ou ce qui est perçu comme étant le déclin des sciences humaines. Encore une fois, je suis sûr que l'ensemble d'entre vous êtes très familier de ces questions, mais j'aimerais en reprendre peut-être quelques aspects et encore une fois dans le contexte d'un dialogue transatlantique. Donc, quelle est la place dans un monde où on valorise de plus en plus les compétences techniques, quelle est la place des sciences humaines? Alors là, évidemment, on pourra aussi s'interroger, et on aura peut-être le temps de le faire dans le cadre de la discussion, sur les différentes catégorisations de ce qu'on appelle les sciences humaines, les sciences sociales, les humanities, par exemple, dans le contexte américain, où il y a en fait toutes ces définitions, si vous voulez, se recouvrent, mais ne sont pas complètement identiques les unes avec les autres. Alors, c'est vrai que si des disciplines comme, par exemple, la philosophie, la sociologie, les sciences politiques sont déconsidérées dans certains pays, elles le sont souvent dans des pays où non seulement elles sont perçues comme étant moins porteuses de promesses d'emploi, mais aussi parce que on pense que les débats que ces disciplines permettent de véhiculer, permettent d'articuler, sont en danger pour le pouvoir en place. Et moi, je l'ai vu lorsque j'étais aux Nations Unies dans les années, vers la fin des années 90, au début des années 2000, et que on développait un certain nombre de programmes en collaboration avec la Banque mondiale en Égypte et dans certains pays du Maghreb. La Banque mondiale collaborait, développait des accords très précis avec les ministères de l'éducation de ces pays pour encourager les universités à délaisser les humanités
ou en tout cas à encourager l'enseignement de disciplines qui sont perçues comme plus porteuses d'avenir, l'informatique, l'ingénierie, les études commerciales, etc. Et en orientant, par contre, en orientant si vous voulez, les universités vers ces disciplines plus pratiques, l'objectif, selon les officiels de la Banque mondiale, de ces ministères de l'éducation, était en fait d'aligner les formations universitaires aux besoins du monde de l'emploi. Et c'est vrai, dans un pays comme le Maroc, par exemple, où le chômage parmi les jeunes peut s'élever à plus de 20%, en tout cas c'était le cas à l'époque, c'est un but qui était extrêmement louable. Mais ce qu'on n'était pas prêt à reconnaître, et ce que certaines personnes ont relevé à l'époque, c'est que ces politiques jouaient le jeu de gouvernements autoritaires en place, parce que, évidemment, l'étude des sciences sociales constitue l'un des terreaux les plus fertiles de la liberté de penser. Étudier la sociologie, l'histoire, même à un certain niveau la psychologie, l'anthropologie, ça donne des outils aux jeunes pour critiquer l'ordre établi, pour réclamer plus de justice sociale, pour admonester les gouvernements qui enferment ou torturent leurs opposants, exiger des réformes. Et on l'a vu, évidemment, on a vu toutes ces énergies se coaguler autour des printemps arabes quelques années plus tard. Ensuite, il y a évidemment cette tension entre les sciences humaines et les compétences techniques qu'on retrouve dans un contexte nord-américain, dans un contexte européen. Il faut dire que la tendance et le recul, l'érosion des humanités, des sciences humaines et sociales, n'est pas une tendance récente. Elle est le reflet en fait d'évolutions qui remontent aux années 70 et qui se sont accélérées évidemment depuis la crise financière de 2008. Par exemple, il y a 50 ans, 14% des diplômes dans les universités américaines étaient décernés à des étudiants en sciences humaines, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et toutes les disciplines en fait sont en recul. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui 45% de moins de majeurs en histoire qu'il y en avait en 2007. En littérature, c'est la même chose. Les majeurs en littérature sont 2 fois moins nombreuses qu'il y a 30 ans. Les raisons de ce déclin sont évidemment très complexes. On l'impute évidemment beaucoup aux évolutions du marché du travail. Les entreprises ont besoin d'ingénieurs et d'informaticiens plus que de philosophes ou d'historiens, et j'en sais quelque chose, évidemment. Mais la situation, en fait, et c'est sur ce point que j'aimerais insister, n'est pas aussi désespérée qu'on le pense parfois. Alors, j'aimerais citer quelques chiffres, si vous le voulez bien. Un récent rapport, par exemple, de l'American Academy of Arts and Science a montré que la majorité des Américains ont une perception, en fait, qui est très positive des humanités. Il faut rappeler aussi que les États-Unis, c'est le pays aussi où on enseigne beaucoup encore les liberal arts, où il y a beaucoup d'universités qui sont des universités concentrées sur l'enseignement des liberal arts plutôt que sur la recherche ou l'enseignement l'enseignement post-licence, si vous voulez. Mais ce que ce rapport montre, c'est que 86% des Américains croient que les humanités ou les sciences humaines renforcent la démocratie. 95% sont convaincus qu'elles représentent un élément essentiel de l'éducation américaine. Alors, je crois que de ce point de vue-là, il y a plusieurs facteurs à considérer. Le premier, c'est la perception des employeurs. En dépit de ce déclin réel et avéré, aussi bien d'ailleurs dans les universités américaines qu'européennes, les employeurs en grande partie tiennent les humanités et les diplômes en humanités en haute estime. Il y a un rapport récent qui montre que les employeurs privilégient chez les candidats potentiels une diversité de compétences et de connaissances, et en particulier le type de compétences qui sont construites et articulées par les sciences humaines et sociales, la communication orale et écrite par exemple, le travail en équipe, les prises de décision basées sur des considérations éthiques, un enjeu qui devient de plus en plus important avec l'avènement de l'intelligence artificielle, la pensée critique, etc. C'est pareil en Europe. Il y a un rapport il y a 2 ans, 3 ans de la British Academy qui montre que les diplômés en sciences humaines et sociales aboutissent dans 8 des 10 secteurs économiques à haute croissance, beaucoup plus souvent que les diplômés en sciences. Donc,
Il y a une conclusion qui est possible et qui me semble intéressante. Peut-être que vous êtes déjà familier avec ce genre d'idée, mais moi, ça me frappe quand même assez. C'est que le déclin des humanités est dû en partie à un problème de perception. C'est-à-dire que ce ne sont pas les employeurs, en fait, qui privilégient à toute force les compétences techniques, ce sont plutôt les étudiants eux-mêmes, et bien souvent, il faut le dire, leurs parents, qui ont une compréhension déformée de ce que recherchent les employeurs. Donc, dans un contexte évidemment d'incertitude et de transition économique, la logique, c'est bien naturel, c'est de s'orienter vers des compétences techniques qui vont permettre de décrocher un emploi et puis repayer leurs emprunts. Et c'est d'autant plus vrai que les frais de scolarité, vous n'êtes pas sans le savoir, dans un pays comme les États-Unis, sont extrêmement élevés. Donc, quand on investit 200, voire 250 000, 300 000 dollars dans un diplôme universitaire, c'est vrai que à la sortie, il faut évidemment décrocher un emploi qui va permettre de repayer ses emprunts. Mais c'est un enjeu, cet enjeu, cette dynamique, si vous voulez, et la valeur accrue des sciences humaines et sociales, c'est un enjeu que même la Chine, par exemple, a compris. Vous le savez probablement, après la révolution culturelle, les départements en sciences humaines et sociales ont été décimés en Chine, mais depuis quelques années, les humanités sont en train de renaître. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on reproche souvent aux employés chinois leur manque de créativité, le fait qu'ils n'ont pas nécessairement le même type d'esprit d'innovation qu'on acquiert dans des universités européennes ou américaines. Et ce sont justement ces compétences qui sont développées par les humanités. Donc, dans les universités chinoises, on retrouve maintenant une recrudescence disons, une renaissance, si vous voulez, des facultés et des départements de littérature, d'histoire, de sciences politiques, etc. Il y a un autre facteur à considérer, il me semble, et c'est celui de l'émergence de l'intelligence artificielle, comme je l'ai déjà mentionné. C'est vrai que l'automatisation, le traitement des données avec des algorithmes va probablement révolutionner le monde de l'emploi. Il est déjà en train de le faire dans une certaine mesure. Mais ce qu'il faut rappeler, et donc un grand nombre d'emplois vont être amenés à être, disons, réformés ou à disparaître même. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que de nombreuses tâches ne pourront pas être automatisées. Et donc, ça donne à penser à beaucoup d'analystes que l'IA, paradoxalement, c'est peut-être encore une nouvelle chance pour les humanités, pour les sciences humaines et sociales, puisqu'on peut spéculer que les compétences acquises à travers ces disciplines, la communication, encore une fois, la pensée critique, travail d'équipe, créativité, seront d'autant plus valorisées dans un contexte où les tâches techniques seront assumées par l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire sur la question de la transmission des savoirs. Le deuxième défi sur lequel j'aimerais me pencher un peu, c'est celui de la pratique du débat d'idées. Alors, c'est vrai que le monde universitaire est aux premières lignes de ces débats aujourd'hui. On le voit d'abord sur les questions de diversité culturelle, mais aussi des questions de discrimination, les injustices sociales, etc. Et ces débats mènent très souvent à des confrontations qui sont assez violentes et à des questionnements sur la liberté d'expression, sur ses limites, sur le rôle de la civilité, du respect de l'autre à l'intérieur d'un cadre où, évidemment, il y a des discussions qui parfois peuvent être très corsées. Il y a un certain nombre, et vous n'êtes pas sans, on l'a vu d'ailleurs au Canada, au Québec, et bien entendu, autant qu'en Amérique du Nord, des débats sur certains mots qui doivent, ne doivent pas, peuvent, ne peuvent pas être utilisés par les enseignants dans le contexte de l'enseignement. Ça a causé énormément de controverses, mais ces controverses, on les a vues aussi en Europe. On a tendance à dire, et on en a fait beaucoup, je pense que les médias en ont fait beaucoup, on peut peut-être même abusé de cette idée que les débats sur la diversité, la laïcité, etc., sont des importations nord-américaines. En fait, ce sont des débats qu'on retrouve tout autant dans les universités françaises et européennes. Et je pense que
c'est le fait de dynamiques qui sont des dynamiques qu'on retrouve des deux côtés de l'Atlantique. J'aimerais peut-être mettre l'accent sur deux de ces dynamiques. La première, c'est la prise de conscience étudiante. C'est pas un phénomène nouveau et je pense que ça, il faut quand même le rappeler. Les étudiants arrivent à l'université et réalisent le pouvoir, l'influence qu'ils peuvent exercer collectivement en matière sur la manière dont on leur enseigne certaines matières, sur le contenu même de ce qu'on leur enseigne. Et ce qui a changé véritablement, ce n'est pas le pouvoir même des étudiants, mais la manière dont ils exercent le pouvoir, c'est-à-dire que les débats qui ont lieu ne se cantonnent pas nécessairement uniquement sur les campus, mais ils se répandent grâce aux réseaux sociaux dans l'ensemble de la société et d'ailleurs interpénètrent des débats qui deviennent des débats véritablement internationaux. La deuxième dynamique qui est importante est ce qu'on pourrait appeler la génération post-droit civique. Alors, c'est une dynamique qui est évidemment très prégnante aux États-Unis, qui a été analysée par un linguiste de l'Université Columbia qui s'appelle John Porter d'une manière assez intéressante, où il montre que on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération d'étudiants qui, d'une part, tiennent pour naturel les acquis du mouvement en faveur des droits civiques aux États-Unis, et d'autre part, sont confrontés tous les jours à une injustice sociale et raciale qui demeure criante malgré ce qu'ils considèrent être des acquis sociaux. Et donc, il y a une dissonance entre ce qu'on leur a appris et ce qu'ils considèrent être acquis, le respect des droits civiques, principe de l'égalité devant la loi, l'égalité des chances, etc., d'une part, et d'autre part, la réalité sur le terrain qui sans cesse contredit ces principes. Et McWhorter va donner, par exemple, va utiliser l'exemple du fameux N-word, dont l'utilisation, il le rappelle, n'était pas l'insulte imprononçable qu'elle est devenue aujourd'hui. On retrouvait l'utilisation de ce mot dans le cinéma, dans les chansons, jusqu'à la fin des années 50 et jusque dans les années 60. Mais pour cette nouvelle génération, ce qui se produit, c'est que l'utilisation du N-word, même si le but n'est pas d'insulter, est perçue comme étant inacceptable, en partie parce qu'elle relève d'une époque qui aurait dû être révolue, mais dont les injustices continuent d'informer, de façonner le monde présent. Donc le défi pour l'université, quelque part, c'est évidemment d'encadrer ces débats, de s'assurer qu'ils se déroulent dans le respect de l'autre, dans le respect de la civilité, et en même temps aussi de ne pas encadrer, de ne pas entraver la liberté de débattre. Et donc je rappellerai le rapport que vous connaissez de Jean-François Gaudreau-Desbiens et de Léa Boutrouille sur les libertés universitaires, qui met en place un certain nombre de recommandations qui, de manière assez intéressante, font écho aussi aux efforts de plusieurs universités américaines et maintenant de plus en plus aussi en Europe, bien que, il faut le dire, je crois que les pays européens sont en général, encore une fois, c'est un peu une caricature, sont un peu en retard sur ces questions. Est-ce que le défi de la liberté de débattre met en lumière, à mon sens, c'est le fait que la liberté n'est pas seulement un droit fondamental, et il l'est bien entendu, mais la liberté est aussi une pratique. Et c'est une pratique qui s'apprend et qui s'éprouve. C'est un pouvoir dont on doit justement apprendre à se servir. C'est pas, bien sûr qu'on est libre, mais on doit aussi apprendre à être libre. Et je pense que c'est là le rôle peut-être aussi de l'université. L'université, c'est le lieu où on éprouve la liberté. Et là, je pense que le terme d'éprouver doit être entendu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on éprouve la liberté dans le sens de ressentir. On a le pouvoir, on ressent ce pouvoir de poser des questions, de choisir à loisir, à partir de nos propres passions, un sujet de recherche. Et cette prise de conscience, je crois, est très importante aujourd'hui, particulièrement dans un contexte où la liberté académique est menacée, il faut bien le rappeler, dans plusieurs pays du monde. Pensons à la Turquie, à la Russie, à la Hongrie, à l'Iran et dans bien d'autres pays encore. Et donc, cette réalisation nous amène et amène les étudiants, je crois que ça doit faire partie aussi
de leur prise de conscience, les amène à réaliser que cette liberté doit être éprouvée et doit aussi être défendue. Donc ça, c'est un premier sens. Le deuxième sens du terme éprouvé ici, c'est l'idée des preuves en tant que test. Donc, à l'université, on éprouve la liberté, c'est-à-dire qu'on la teste. Ça ne veut pas dire qu'on la teste pour aller au-delà de ce qui est, disons, la limite du tolérable. On ne teste pas la liberté pour inciter à la haine, par exemple. Tester, ça ne veut pas dire non plus pousser les limites jusque dans l'offense ou l'agression de l'autre, mais ça veut dire sentir le poids de la liberté, sentir que dans une discussion, dans un dialogue, dans un débat, le pouvoir qu'on détient lorsqu'on exprime ses idées librement a un effet, a un impact sur les autres. Et donc, pour moi, ça veut dire que la liberté ne doit pas s'exercer à la légère. C'est pas parce qu'on a le droit de dire quelque chose qu'il faut nécessairement le dire. Il peut être permis, alors là, je vais dire peut-être quelque chose qui va vous sembler controversé. Il peut être permis en vertu de la liberté d'expression de caricaturer de grandes figures religieuses, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sage ou même qu'il est utile de le faire. Et même pas parce qu'on doit éviter d'offenser les autres. Je pense qu'il faut faire preuve de circonspection quand on utilise notre liberté, et on le fait en comprenant que ce droit est précieux, et justement parce que c'est un pouvoir, justement parce que la liberté a un poids et a un impact sur les autres, sur la société, sur notre communauté, on doit en faire usage judicieusement. On doit utiliser ce droit d'une manière qui ne soit pas futile ou légère, parce que si on le fait de manière futile ou légère, eh bien on le dévalue, on lui enlève en fait quelque part une partie de son importance, on le gaspille. On peut critiquer, pour revenir à cet exemple, on peut critiquer toute religion. Moi, je suis d'accord avec cet énoncé, mais critiquer suppose comprendre. Ça présuppose quand même un effort de connaissance pour comprendre ce qu'on critique. Et donc, la liberté impose, je crois, un devoir d'intelligence. Et c'est justement, voilà, encore une fois, le cadre universitaire qui permet, disons, un débat où, pour utiliser un terme technique, on fait appel à des connaissances, où il y a, disons, un présupposé épistémique, un cadre épistémique que nous fournit l'université et qui permet de critiquer d'une manière qui est informée, qui est judicieuse et qui est honnête intellectuellement aussi. Donc, voilà, pour moi, le débat d'idées, c'est une manière justement, voilà, d'éprouver la liberté. Et je dirais une chose, et ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs décennies que j'ai quitté l'Université de Montréal. Je sais que dans plusieurs universités américaines, y compris à Columbia où je suis, il se forment beaucoup d'associations d'étudiants qui sont des associations qui organisent des débats d'idées. Et je pense que c'est très important. Bon, c'est une tradition qui remonte à très loin, qui a été instituée par certaines universités britanniques. Mais il me semble que le type de débat qui est organisé dans ces sociétés, aussi important soit-il, n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut prendre l'idée de débat au sérieux et il faudrait de plus en plus, et peut-être que cela se fait déjà dans les universités canadiennes et à l'Université de Montréal, mais il faudrait, à mon sens, intégrer l'idée de débat dans l'enseignement même. Il se donne des cours dans certaines universités où on utilise la joute intellectuelle du débat comme format pour justement entraîner les étudiants à utiliser des arguments rationnels, à faire des recherches aussi d'une manière informée et ciblée, à apprendre à présenter de manière logique leurs arguments, d'une manière qui soit rigoureuse, apprendre aussi à étayer leurs arguments sur des faits, sur des données qui sont avérées, et puis apprendre, et ça c'est très très important, à écouter l'autre. Et moi je dirais, voilà, pour moi le débat c'est pas simplement une joute intellectuelle, une sorte d'instrument un peu formel qui parfois peut être très amusant aussi, puisque
voilà, c'est dans un débat sur, je sais pas moi, la légalisation de la drogue, voilà, on doit chercher des arguments qui ne correspondent pas nécessairement à nos propres convictions personnelles, et on doit justement se mettre à la place de l'autre pour chercher les arguments qui sont les plus convaincants. Mais je pense qu'au-delà de cette joute intellectuelle, il y a quelque chose de très sérieux dans le débat, et que l'université, je crois, a un rôle important à jouer pour intégrer cette dimension, intégrer cet effort d'argumentation rationnelle, méthodique, logique, appuyée sur des faits, à l'intérieur même de l'enseignement, qu'il s'agisse d'ailleurs des sciences humaines et sociales ou d'autres disciplines. Voilà. Et puis, donc, je terminerai peut-être en parlant rapidement de ce troisième aspect, de ce troisième défi auquel il me semble que les universités font face aujourd'hui, qui est la mobilisation de la recherche pour répondre aux besoins de la société. C'est un défi qui, encore une fois, met en équilibre deux objectifs qui parfois peuvent être incompatibles du système universitaire. Le premier qui est de maintenir un espace de réflexion, d'expérimentation libre, en retrait quelque part de la société. C'est d'ailleurs l'origine même du campus américain. L'idée même de campus, c'est de pouvoir s'abstraire des besoins urgents de la société pendant un temps. Certains diraient un temps trop long, parce qu'aux États-Unis, en général, une licence, un baccalauréat, ça dure 4 ans. Et en même temps, le rôle de l'université, c'est vraiment d'être dans la société. Le nom même de l'université de Columbia, par exemple, c'est Columbia University in the City of New York, ce qu'on oublie parfois. Et c'est vraiment quelque chose qui est important dans cette université, puisque ça reflète l'idée de mobiliser l'énergie intellectuelle des chercheurs pour proposer des solutions aux problèmes concrets auxquels le monde est confronté. Alors, j'aimerais peut-être rappeler, puisque je suis à l'Université Columbia, je rappelais peut-être une catégorisation que fait le président de l'université, Lee Bollinger, qui rappelle qu'il y a 3 fonctions traditionnelles de l'université avec lesquelles on est très familier, qui sont l'enseignement, la recherche et l'action communautaire. Mais il parle d'une 4e fonction, ce qu'il appelle le fourth purpose, une 4e fonction de l'université, qui est justement l'entrée de l'université, disons, dans la société, plus que dans la communauté qui l'entoure immédiatement, mais vraiment dans la société et dans le monde, la formulation de solutions et de projets qui, en collaboration avec l'État, la société civile, l'État, les instances gouvernementales et le secteur privé, mobilise des domaines, par exemple, comme la médecine, la santé publique, les transferts technologiques, pour trouver des solutions qui sont concrètes, tangibles, un certain nombre d'enjeux, que ce soit des enjeux dans le contexte du changement climatique ou bien, par exemple, le contexte qui nous occupe aujourd'hui, évidemment, dans le contexte de pandémie et de crise sanitaire. Et c'est dans cet esprit donc que l'Université Columbia a créé un programme qui s'appelle Columbia World Project, que je voulais vous mentionner, non pas parce qu'il est unique, parce que de nombreuses universités mettent en place ce type de mécanisme, mais parce que je pense que ça fait partie vraiment il me semble en tout cas, d'un élément en tout cas important de réflexion sur l'avenir de l'université. À beaucoup de personnes qui disent, pour revenir à ce qu'on disait auparavant sur la transmission des valeurs, sur la transmission des connaissances, qui est l'une des fonctions essentielles de l'université, beaucoup de gens semblent dire, oui, il faudrait que l'enseignement de l'université se modèle plus au monde du travail. Et je pense que ce que beaucoup d'universités sont en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait peut-être aussi que le monde du travail se modèle et s'inspire du fonctionnement de l'université. Et c'est un peu ici une idée comme Columbia World Project intervient. C'est une initiative en fait qui vise à utiliser les leviers de la recherche universitaire dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement évidemment en médecine et bon, en ce qui concerne le génie, l'informatique, etc. Ce sont des disciplines où les transferts technologiques sont assez évidents, mais aussi
dans les humanités, dans les sciences sociales et humaines, où les recherches peuvent et selon certains doivent être mobilisées pour offrir des actions qui répondent aux grands défis du monde en matière de santé, de changement climatique, de résilience des villes, par exemple. Donc, je mentionnerai un projet mis sur pied récemment par Columbia qui associe la recherche en météorologie, d'une part, et en nutrition, d'autre part, pour mesurer l'impact du changement climatique sur les terres arables dans 6 pays en Amérique latine, en Afrique et en Asie, et prédire l'évolution des besoins en alimentation des populations concernées, et donc formuler après des politiques en collaboration avec les organismes de société civile et les gouvernements en place. Les sciences sociales peuvent aussi être mobilisées, des projets qui impliquent par exemple les journalistes, les professeurs de littérature ou des experts en communication pour développer de nouvelles stratégies de communication en matière de pandémie et de vaccination. Ce sont des choses qu'on est en train de voir se développer en ce moment. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai été un peu long, je vais m'arrêter là. Je vais simplement dire quelques mots rapidement, 1 minute de plus peut-être pour conclure. On a l'habitude, et j'ai l'habitude de penser aussi que l'université est un lieu traditionnellement de recherche, de transmission de savoir, d'expérimentation. Je pense que les 3 défis que je viens d'énoncer, ce qui me semble en tout cas, c'est que ces défis nous montrent que l'université est un lieu où on apprend à être libre. On apprend à utiliser notre liberté, où on apprend aussi qu'elle est fragile, que sa conquête n'est jamais acquise et qu'il ne faut pas être complaisant. Et je terminerai par là. C'est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, ceux parmi vous qui étaient comme moi étudiants à l'époque ont vu beaucoup d'intellectuels penser que le progrès de la démocratie était inéluctable. On parlait de la fin de l'histoire, on parlait d'un monde qui irait vers un plus de liberté. Et maintenant, 30 ans plus tard, on se rend compte, et que peut-être, enfin moi je me rends compte, peut-être j'ai été naïf, et que les acquis de la liberté sont fragiles. Encore une fois, plusieurs pays nous le démontrent tous les jours. Et je rappellerai peut-être des données assez inquiétantes qui ont été relevées par le chercheur Yascha Mounk à l'université Harvard il y a quelques années, où dans son ouvrage The People versus Democracy, il montre qu'aux États-Unis, par exemple, les 2/3 des Américains âgés de plus de 30 ans croient qu'il est absolument essentiel de vivre dans une démocratie, alors que leurs homologues de 18 à 25 ans sont moins d'un tiers à en être convaincus. Il y a 20 ans, par exemple, un Américain sur 16 croyait qu'un régime militaire était un bon système de gouvernement. Aujourd'hui, c'est 1 sur 6. Et on retrouve les mêmes chiffres en Europe. Quand on voit la montée de l'extrême droite en France, en Allemagne, en Autriche, on se rend compte évidemment que la liberté n'est pas acquise, qu'elle est toujours à conquérir. Et voilà, je terminerai en disant que la fonction de l'université pour moi, c'est donc évidemment de former des citoyens qui ont les outils nécessaires pour protéger la liberté et pour la défendre, à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et ravi d'engager une discussion avec vous.